occidentale et celui des salafistes, voilà. Excusez-moi, nous avons une communication aussi. Vous allez répondre juste après? Comme vous voulez. Ben, on va prendre une communication pour pouvoir... alors, oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, Anis. Je m'appelle Anis Ferchi, je suis d'Amamet. Oui. Donc je voulais intervenir sur l'histoire de est-ce qu'on doit avoir peur des salafistes ou pas. Oui. Moi je dis oui, il faut avoir peur des salafistes parce que vous parlez depuis tout à l'heure sur les actions qui sont passées dans les facultés, sur les autres incidents. Aussi on n'oublie pas les incidents qui se passent dans les mosquées où tu as les jours de prière, les jours de vendredi où l'imam il commence à faire son khutbah et tu as d'autres personnes qui viennent et qui coupent le khutbah et ils font descendre l'imam de son membre en remplaçant l'imam. Ils se permettent de faire ça. Donc ça, je pense, avec toutes les actions qu'il y a eu, avec ça en plus, on a assez discuté avec eux. Et l'État, elle est en train de discuter. Maintenant, il faut arrêter de discuter. C'est vrai, ils sont des Tunisiens comme nous, ils sont nos frères, mais il faut arrêter de discuter et il faut agir. Merci beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de Tunisiens qui ont peur de cette histoire. Oui, merci beaucoup. Alors, c'est un point extrêmement important que celui de très grave d'utiliser les mambars, d'utiliser les mosquées et ce qui est en... Alors, pourquoi y a-t-il des bons imams et des mauvais imams? Si je mal. Pourquoi? Est-ce qu'il existe? Oui. Il la considère comme aqida. Moi, je vous dis donc que je suis contre cette pratique. Ce n'est pas aux fidèles de laisser ou d'interdire à l'imam de prêcher. Et la loi doit être appliquée et s'il y a une loi qui permet ça ou autre doit être donc changée. Ça, c'est une pratique que je ne peux pas la cautionner. Est-ce que vous êtes pour ou contre la supervision des mosquées? Qu'est-ce que vous voulez dire par supervision des mosquées? Je vais expliquer, excusez-moi. Par exemple, la semaine dernière, la mosquée El Fatah, où prêche habituellement c'est pas le secrétaire d'État, c'est plutôt le ministre des Affaires religieuses. C'est le ministre, Monsieur le ministre, oui. Des Affaires religieuses, et il était parti pour un travail, évidemment, il était en voyage. Très bien, il a accompagné le Premier ministre, mais il s'est fait remplacer par un grand salafiste. C'est possible. Non, non. Moi, je dis, non, moi, je n'ai pas assisté donc à cette prière. Je vous dis donc, mais l'essentiel, il n'y a pas que les lois qui gèrent les mosquées qui doivent être changées. Je suis d'accord avec vous. Il y a plusieurs lois qui doivent être changées. Et on est tout à fait d'accord avec vous. Mais vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas la priorité la plus urgente. Je suis d'accord, c'est un problème, mais ce n'est pas le plus urgent pour le gouvernement et encore moins pour l'Assemblée constituante. Ah non, excusez-moi, j'ai fait la loi, excusez-moi. Mesdames, monsieur le député, c'est la paix sociale et on balance. Je sais, cher frère, mais vous savez, si on parle du planning de l'Assemblée constituante, ici on va changer toutes les lois, il ne faut, c'est pas 1 an et demi, mais 2 voire 5 ans. On n'a pas besoin de changer la loi. Il suffit de la faire appliquer. Un imam est désigné par le ministère des Affaires religieuses. Il s'agit de l'appliquer. Non, je dis indépendamment. Oui, il y a plusieurs lois que quand vous avez un petit jeune qui n'a aucune compétence, simplement parce qu'il a une barbe de 20 cm, il s'autorise et une jupette. Il s'autorise à déloger un imam et prendre sa place. Il ne s'agit pas de bousculer l'Assemblée nationale constituante. Il s'agit de faire appliquer la loi et faire respecter cet imam. Et vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont plus dans les mosquées parce que les discours qu'ils entendent dans les mosquées ne correspondent plus à rien sauf à un prêche plutôt politique, à de la propagande politique. Excusez-moi un instant, nous allons revenir, je vais vous dire. Et s'il vous plaît, Faisal, c'est vraiment la dernière intervention téléphonique. Parce que là, nous allons mettre le point. D'accord, ok. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci Soumaïa Chaniour Bibi d'être avec nous. Nous sommes en train de parler de plein de choses. Vous allez intervenir juste sur un point dont nous parlerons tout à l'heure, dont nous allons débattre tout à l'heure. Alors, vous êtes médecin à Paris? Oui, je suis médecin à Paris. J'exerce à Paris et en région parisienne. Et j'avais commencé mon cursus de médecine en Tunisie et puis j'ai effectué l'internat à Paris. Alors, et votre thèse?
Alors, donc moi, pendant mon exercice dans les centres de protection maternelle et infantile en PMI, j'ai été confrontée à des femmes excisées. Donc, ça m'a passionné ce sujet. Et donc, ma thèse de médecine, elle était justement sur les mutilations sexuelles féminines, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. C'est vraiment des mutilations. Hein, donc voilà, j'étais confrontée à des femmes égyptiennes et des femmes aussi originaires d'Afrique subsaharienne excisées. Et nous, la lutte en PMI, c'était pour prévenir la perpétuation de cette pratique chez leurs fillettes. Vous confirmez que ce n'est pas de la chirurgie esthétique, hein? Exactement. Merci d'avoir volé ma question. Absolument pas, ce n'est absolument pas de la chirurgie esthétique. D'abord, donc dans les excisions, il y a 4 formes d'excision. La forme la plus courante, c'est celle où on coupe le clitoris avec les petites lèvres. Donc c'est celle qui est pratiquée dans 80% des cas. Et vu la petitesse des organes génitaux, il est très très rare qu'on arrive à couper uniquement le prépuce. Donc c'est une pratique qui est mutilante pour la fillette, qui est traumatisante et qui a beaucoup de conséquences dans le devenir et sexuel et sur la fécondité et sur le plan gynécologique, avec des complications obstétricales assez importantes. Alors, vous avez eu combien de cas? Vous avez étudié combien de cas? Moi, ma thèse, elle portait sur une population de médecins. Hein, c'était plus l'abord de la question de consultation. Mais en PMI, je peux vous assurer que la plupart des femmes égyptiennes, d'ailleurs il y a une prévalence de plus de 90% chez eux, étaient excisées. Et puis il y avait aussi une grande prépondérance chez les femmes soudanaises, éthiopiennes, un petit peu moins chez les femmes maliennes, sénégalaises. En tout cas, ici en France, on n'a pas du tout de femmes maghrébines, algériennes, tunisiennes, marocaines. Elles ne sont pas du tout excisées en général. Aucune. Donc, aucune. Jusqu'ici, hein, j'espère pouvoir continuer à le dire, parce que ça, c'était ma fierté quand j'ai soutenu ma thèse, de dire que cette pratique, ce rituel, qui est par ailleurs ancestral, hein, qui existe depuis les pharaons, on n'a pas cette pratique en Tunisie. Donc voilà. On l'a pas en islam d'ailleurs tout court. Ce n'est pas une prescription religieuse. Absolument pas. Il existe chez les juifs, il existe chez les chrétiens, il existe chez les musulmans. Ah, ça c'est par rapport aux hommes. Non, Comment? elle parle de l'excision. Par rapport aux femmes. Ça n'existe pas. Elle n'existe pas chez les chrétiens? Si, si. Les chrétiens, c'est les juifs et c'est les musulmans. Elle peut exister chez les chrétiens, chez les juifs, chez certains musulmans, chez des ethnies qui ne sont pas du tout croyantes. Par contre, elles ne sont prescrites dans aucun texte religieux. Et en ce qui nous concerne pour l'islam, il n'y a aucun verset coranique qui prescrit l'excision. Il y a seulement un hadith qui est vaïf, c'est-à-dire qui n'est pas authentique, qui a une faible authenticité, on a dit que le prophète il a parlé avec une exciseuse, voilà. Mais c'est un hadith vaïf. Et puis, Madras al-Azhar, l'imminente école égyptienne, il y a beaucoup d'imams qui se sont prononcés contre cette pratique, contre ce rituel. Et même en Égypte, il y a une grande campagne contre cette pratique aussi. Est-ce que je peux me permettre, puisque je vous ai là en direct, est-ce que je peux me permettre de mettre votre thèse en PDF à la disposition de tout le monde? Oui, bien sûr. Quand on fait un travail comme ça, c'est pour justement le diffuser et pour que les gens qui ont besoin Soumaya Chaniour Bibi, j'aimerais savoir et répéter, est-ce bien un acte de mutilation et non de chirurgie esthétique? Alors, l'Organisation mondiale de santé, l'OMS, qualifie toute ablation d'organes génitaux externes qui est faite à des fins non thérapeutiques de mutilation sexuelle féminine. C'est une mutilation non seulement génitale, mais aussi sexuelle, parce qu'elle a des conséquences sur la vie de femme, sur la vie de couple, sur la fertilité et sur le devenir obstétrical de la femme. Donc c'est une véritable mutilation. Il faut qu'on sorte du fantasme qu'on coupe le prépuce uniquement. Sur le plan pratique, ce n'est pas faisable. C'est très 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 rare parce que les organes génitaux de la petite fille ou du bébé sont petits. En général, il y a une mutilation plus importante. Dans 15%
50% des cas, on va jusqu'à couper les petites lèvres, les grandes lèvres, les accoler. Donc, Bon, est-ce que vous vous trouvez à Paris? Je me trouve à Paris. Très bien, je suis très contente. Sinon, vous, avec toutes vos descriptions anatomiques, vous serez près du monsieur du journaliste. Méfiez-vous. Vous êtes à Paris, restez-y. Atteinte à la morale. Non, mais ce que je voudrais ajouter... J'invite aussi les médecins tunisiens, les pédiatres, ceux qui sont confrontés à une population d'enfants, d'aller sur le site de Génico Sans Frontières. Il y a une plaquette qui est très très bien faite et qui est traduite en plusieurs langues et qui s'appelle « Protégeons nos petites filles de l'excision ». Elle est distribuée ici dans les PMI, dans les cabinets médicaux et tout ça. Je crois qu'on va en avoir besoin très rapidement. Non, mais je voudrais apporter une réponse. En tant que cordinal, je suis membre du Conseil national de l'ordre des médecins et je dois apporter une réponse. Ces pratiques sont punies par la loi tunisienne dans le code de déontologie médicale. Et l'ordre des médecins a publié un communiqué. Et l'ordre des médecins a publié un communiqué dans ce sens. Et j'ajouterai que ces mutilations sont pratiquées sur des enfants qui n'ont pas de libre arbitre et qui ne prennent pas la décision pour leur avenir. Donc c'est doublement criminel. Ils n'ont rien demandé, hein. C'est pas du tout une plastie, c'est pas du tout une chirurgie plastique du clitoris, absolument pas. Et eux, ils n'ont rien demandé. En l'occurrence, cette petite fille, elles ont demandé. Et ici en France, c'est puni de 10 ans de prison et de 150 000 euros d'amende en moyenne. Hein. Ça dépend après si c'est mineur, majeur, si c'est une personne handicapée ou pas. Donc voilà. Alors, je voudrais aussi insister sur un point. Normalement, on ne doit jamais demander à une femme son âge, ce que je ne vais pas faire. Mais je voudrais quand même vous poser une question. Vous vivez à Paris depuis combien de temps? Je vis à Paris depuis 2002, c'est depuis 9 ans. Depuis 9 ans. Vous êtes musulmane? Je suis musulmane. Vous êtes pratiquante? Je suis fière de ma religion, fière de la Tunisie tolérante et j'espère que cette Tunisie ne sortira pas trop de ce chemin de l'islam modéré parce qu'on a beaucoup d'écoles coraniques, on a un mazhab maliki qui est très tolérant et puis je ne vois pas pourquoi on va chercher ailleurs quand on a tout ce qu'il faut chez nous. Merci beaucoup Soumeya, excellente soirée et merci d'avoir... Protégeons nos petites filles de l'excision, mon dernier mot. Merci. Faiza, permettez-moi de vous faire une petite réflexion. Dans le cadre du respect des libertés qu'on voudrait consacrer, je pense qu'on ne devrait pas poser la question est-ce que vous êtes musulman, est-ce que vous êtes pratiquant? Cela fait partie des libertés individuelles et c'est justement l'avenir que nous voudrons pour notre pays, c'est que le culte soit personnel et que tous les cultes soient respectés, que cette liberté soit respectée. Eh bien, excusez-moi, vous avez totalement raison, mais quand on a eu un ignorant crasse, et je pèse mes mots, qui s'est amusé à faire un prêche et personne ne l'a pris par les épaules pour le mettre dehors. Oui, par la peau du cou, exactement. Mais vous êtes gentil. Et moi, je veux rester en liberté. Mais pour eux, une loi décrétée par les êtres humains, c'est quelque chose, ils la considèrent comme obsolète, même si ils ne prennent jamais le côté scientifique. Ça, on est d'accord. Alors, nous allons laisser... d'accord. Il y a trop de questions. Hein. Oui, il y a trop de questions et j'espère qu'il y aura toutes les réponses. Non. nécessaires. On ne va pas parler de l'excision. Après, on va revenir à l'excision. S'il nous reste le temps. Mais pour revenir sur ce qui était dit, il faut que vous soyez d'accord. Ce n'est pas essentiellement les actes commis par les salafistes qui ont empêché, voire ralentir les investissements. Ce sont la multiplicité des sit-ins sauvages, sans respect, le blocage des usines, des routes, c'est la cause essentielle qui empêche aujourd'hui les investisseurs de s'implanter en Tunisie. Et les touristes. Et les touristes. Non, et les touristes. Non, et les touristes. C'est les sit-iners. C'est les sit-iners qui les dérangent? Non, les touristes, pas encore. C'est les salafistes. Le monsieur nous l'a dit tout à l'heure. Non, je veux finir. Oui. C'est pas ce qu'il a dit le monsieur. Non, mais après, réalité. Lorsqu'on accuse le gouvernement du laxisme, moi, je vous rappelle, lorsque ce groupe a dépassé vraiment les limites, le pouvoir était là.
Et on a parlé, donc, que ce soit ce qui s'est passé dans le gouvernement de Sfax, que ce soit l'agression contre le journaliste Ziad Krishen. Oui, et on l'a libéré, c'était la justice. La justice, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Excusez-moi pour Je Ziad parle, c'est Krishen. le pouvoir. Attendez. La justice est Là, indépendante, que l'on sache. Là, Hamadi d'ici. Ziad Krishen, qui ont Qu'est-ce qui s'est été passé? attaqués. Qu'est-ce qui s'est Donc passé? la personne était attrapée. Après, est-ce que la justice allait libérer et pourquoi? Ça, ce n'est pas à moi de juger. Vous voulez, parce qu'on leur a présenté un faux coupable, tout simplement. Et au-delà, vous voulez dire que la police ou le ministère de l'Intérieur ou le gouvernement a caché le vrai coupable. Écoutez, je crois qu'on est en train de s'écarter. Oui, de s'écarter. Pour vous dire, revenons à notre CG, pour vous dire... Non, attendez, je veux vous répondre sur ce point, oui. Parce que je sais que je suis écoutée et que actuellement nous sommes enregistrés, et donc je veux répondre. Je ne dis pas, et je n'ai pas peur, mais je veux répondre, je ne dis pas que le gouvernement a caché, ou que, entre guillemets, la police a mis de côté, mais je dis par quel miracle on ne retrouve pas ces gens-là. Point barre. Oui, Emna, vous voulez poser une question? Non, si vous permettez, j'ai pas fini. Allez-y. Donc j'ai dit donc on ne peut pas sur sujet donc dire que c'est les actions du salafiste qui empêchent donc et qui ralentissent l'investissement en Tunisie. La cause principale, c'est ailleurs. Aussi, il ne faut pas, à mon avis, dramatiser. La dame vient de signaler, ou un monsieur, un auditeur, qui dit, dans les pays occidentaux, qu'aujourd'hui, ils ont un peur donc au ventre de venir en Tunisie parce qu'il y a le salafisme. Je pense que, au point de vue nombre, les salafistes sont beaucoup plus nombreux, que ce soit en France ou en Angleterre, que en Tunisie. Oui, mais là-bas, ils respectent les lois. Parce qu'on leur fait respecter les lois. On les fait respecter. Vous venez d'un pays où on applique, d'un état de droit, puisque vous vivez en France, et vous voyez bien quel avantage on peut avoir à vivre dans un pays où tous sont respectés malgré leurs différences, et justement où on ne vous impose rien par la force et la violence, et où le maître mot, c'est le respect des lois républicaines. Je ne pense entièrement d'accord avec vous sur ça, qu'on doit instaurer cette situation. Mais je ne pense pas, excusez-moi, mais je ne pense pas qu'ils aient eu le courage et la force d'aller à la Sorbonne et de s'y implanter pendant des semaines. Bon, alors les salafistes attendez, en Europe, ils ont commis des actes 100 000 fois beaucoup plus graves qu'ils ont commis en Tunisie. Ils étaient réprimés par la loi, certes, mais vous ne me dites pas qu'ils sont des anges, qu'ils n'ont rien fait en Europe. Certes, ils n'ont pas fait un sit-in donc devant la Sorbonne, mais ils ont commis des choses beaucoup plus graves. Écoutez, ce qui nous intéresse, c'est la Tunisie. La Tunisie. Bon, attendez, ce qui m'intéresse, c'est de passer aussi une pub, ça rapporte 4 sous à la radio. et vous me donnez la parole après. Juste la pub. اليوم le 10 في شهر فيفري 2012 ازهر معاك والربح بين يديك خاطر من اليوم تنجم تاخذ سامسونج جالاكسي دبليو ب50 دينار في الشهر. السمارت فون يجي ويجيب معاه الانترنت موبيل illimité gratuit pendant 3 mois ويخليك ديما كونيكتي. عاد صالح في لي بوتيك تونيزيانا وعلى laboutique.tunisiana.com. مع تونيزيانا انت الاولى. Bien, alors nous revenons au studio et Emnamnif voudrait répondre. Oui, je voudrais dire que d'abord ce qui nous intéresse c'est la Tunisie. Oui. Et ce qui nous intéresse c'est consommer tunisien, donc y compris en termes de culture religieuse. Pourquoi cette obnubilation que nous avons pour les prédicateurs venus du Moyen-Orient et qui viennent avec une nouvelle tradition, une nouvelle lecture, etc. D'ailleurs, excusez-moi, juste un instant, il y a eu un prédicateur ou quelqu'un qui est venu, vous me l'avez nommé, et qui est passé comme normalement et naturellement. Il y en a plusieurs, madame, qui sont venus. Oui, mais pour ça, pourquoi ils ne se sont pas exhibés? Que ce soit des prédicateurs ou d'autres. Non, mais excusez-moi, pourquoi ne se sont-ils pas exhibés? Ce que je voudrais dire, c'est qu'ils n'ont pas tous le même avis, ni n'appartiennent à la même école.
Tout simplement. Eh bien, que ceux qui mettent le feu aux poudres, eh bien, il faut les mettre dans le premier avion. Ce que je voudrais dire, et je voudrais fermer ce dossier sur ce sujet pour passer à quelque chose qui me paraît encore plus fondamental. Ce que je voudrais dire, dans le communiqué de NASA qui a mis une semaine à apparaître, il était dit il faut opposer. Le communiqué signé par M. Ranouch qui est paru hier sur Al-Maghreb. Il a été dit il faut opposer à la pensée une pensée et il faut qu'il y ait un débat d'idées. Vous voyez bien, en tout cas pour ma part, je ne fais pas, il n'y a pas de levée de bouclier pour la venue de Tariq Ramadan, qui lui est dans un débat d'idées. Ce qui est contestable, c'est la prédication et le prêche qui n'admet aucun débat de toute façon, parce qu'ils viennent en considérant détenir la vérité absolue et détenir le savoir absolu et être les seuls musulmans sur terre et que tous les autres ne sont que mécréants. Mais moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur le ralentissement de l'investissement. Et j'aurais 2 ou 3 choses à ajouter également. Certes, ce n'est pas uniquement le phénomène salafiste qui ralentit l'investissement et le développement économique. Mais moi, je peux vous garantir que beaucoup d'investisseurs tunisiens et étrangers attendent qu'il y ait une stabilité et le rétablissement de la sécurité dans le pays. Alors que ça vient des salafistes locaux ou des salafistes importés ou du djihadisme qui filtre à travers nos frontières, c'est de toute façon une situation d'insécurité qui n'est pas maîtrisée par le gouvernement actuellement et qui ralentit l'investissement. Et puis quand nous avons dit il faut faire appliquer la loi, cela s'applique à tout le monde, y compris aux sit-ins sauvages, sauf que nous considérons que dans les situations de sit-ins sauvages, il faut bien prendre en considération qu'il s'agit de personnes qui sont complètement dans le désarroi parce qu'elles n'ont pas de source de revenus, parce qu'elles vivent dans une précarité extrême, et que donc il faut traiter cette question avec un volet de dialogue social et un volet qui est également l'application de la loi. Mais ce qui ralentit l'investissement, c'est aussi l'opacité totale sur le programme du gouvernement. Vous savez bien qu'un des freins à l'investissement, c'est que les lois n'ont pas été revues, réformées, c'est qu'il n'y a pas encore de projet gouvernemental clair en termes d'économie, et donc cela aussi contribue à ralentir l'investissement. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est affolant, c'est de voir que toutes les énergies se concentrent sur ces sujets qui, sans être marginaux et sans être secondaires, puisqu'ils touchent aux libertés et à l'avenir de notre société et au projet sociétal que nous envisageons d'établir dans ce pays, nous ne sommes pas en train de nous concentrer sur l'essentiel. J'ai vu dans votre cursus, dans votre parcours professionnel, que vous étiez dans une école de formation technologique, je crois. Voilà. N'est-ce pas? Alors, vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, une des priorités du ministère de l'enseignement, de l'éducation ou du ministère de l'enseignement supérieur d'ailleurs, ne devrait pas être de défendre les filles qui portent le niqab, et le niqab est une manière de couper tout contact social, etc., mais devrait, pour un gouvernement qui n'est supposé durer qu'une année, venir voir dans quel état se trouvent les infrastructures au niveau de l'université, des écoles, des collèges, des hôpitaux, etc. Moi, j'ai visité le collège de Sejnen vendredi. C'est un collège où il y a 350 lycéens ou collégiens, dont 50 internes. C'est un collège où il n'y a pas d'eau courante. Les sanitaires n'ont pas d'eau courante. J'ai les photos. Vous avez 50 internes qui vivent sans eau courante tout au long de la semaine. Ils boivent à même une espèce de tuyau qui ramène le ruissellement des eaux de pluie pour se désaltérer. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lumière dans les dortoirs. Ils n'avaient pas de couverture. Nous avons emmené des dons pour les couvrir. Pour cette vague de froid, la réaction du gouvernement s'est fait attendre. La société civile a été beaucoup plus réactive. Et en même temps, alors qu'il y a 3 ou 4 jours, on nous avait averti qu'il y a un risque d'inondation.
2 jours plus tard, il y a eu un discours rassurant sur cette question. Et puis j'apprends là tout de suite, j'ai eu au bout du fil un ami qui m'annonce qu'il y a une réelle menace d'inondation et on n'a pas anticipé sur cette situation-là. Donc, l'emploi, c'est une vraie problématique. Et donc aujourd'hui, au lieu que ce gouvernement, qui somme toute est provisoire et devrait durer une année, se penche sur les priorités du Tunisien. Regardez la cherté de la vie. Vous parlez du ralentissement de l'investissement. Moi, je vous dirais, le problème des réserves en devises en Tunisie. Aujourd'hui, au lieu de contrôler et de réguler le marché, nous sommes en train d'importer des œufs avec des devises parce qu'on n'arrive pas à réguler le marché intérieur alors que nous avons l'autosuffisance en œufs en Tunisie. Donc ce gouvernement, au lieu de se pencher sur ses priorités, et toutes les forces vives de la nation, y compris les associations qui ont cette soi-disant vocation à ramener la jeunesse sur le droit chemin, etc. Ne vous inquiétez pas. Alors là, je vous dis, soyez heureuse, soyez contente, et non contente d'avoir laissé le prédicateur extrémiste Wajdi Rounim qui a à répandre ses appels à la haine, on rajoute une petite couche en mettant le gouvernement, bonne nouvelle à tous ceux qui nous écoutent, vient de légaliser une association qui appelle à la radicalisation. Et puis le président de la République part s'occuper du Sahara occidental, et puis voilà, nous invitons les amis de la Syrie, et voilà. Alors, je voudrais qu'on revienne quand même à notre sujet. Moi, je ne fais pas de politique, mais quand même, j'ai un appel à lancer. Parce que notre problème à l'université, et j'insiste encore, et je reviens à la Manouba, quand monsieur le député dit qu'il faut faire appliquer la loi, mais je suis désolée, pendant plus d'un mois, les salafistes occupaient la Manouba, personne n'est venu les déloger. Le jour où les universitaires sont allés faire un sit-in de 3 heures devant le ministère de l'enseignement supérieur, nous avons été chassés manu militari par je vais dire les bobs, ça me rappelle mes amis d'université, je ne sais plus comment on les appelle maintenant. On les appelle de la même manière, je crois. Bon, parce que ça me rappelle les années. Ceux qui tapent dessus. Bon, donc, nous ne comprenons pas. À ce jour, et j'ai parlé au début de l'émission de ce qui est arrivé chez nous à l'ISLT, nous ne comprenons pas à ce jour pourquoi le ministre de l'Enseignement supérieur refuse la promulgation d'un texte, je ne sais pas, d'une circulaire, qui mette les choses dans leur cadre et qui interdisent le niqab. Parce que là, vous avez parlé tout à l'heure de communication. Pour moi, je suis enseignante, il m'est impossible de donner mon cours, de passer un message à une étudiante dont je ne vois pas les yeux, dont je ne vois pas l'expression du visage, dont je ne vois pas le feedback. Surtout que le ministre de l'Éducation a sorti une circulaire Absolument, dans ce sens. c'est ce que j'allais dire. Je ne comprends pas pourquoi un ministre, celui d'éducation, l'a fait et très tôt, Taïb Bakouch à l'époque du gouvernement Béjiqaïd Sabsi, et notre ministre, celui qui précédait le ministre actuel, donc avant les élections, on a compris qu'il ne voulait pas s'y frotter, mais le ministre, on a parlé de légitimité, on a parlé d'élection, tout ce qu'on veut, à ce jour, et il ne veut pas. Par la même occasion, ce mercredi, à 10h30, il va y avoir un autre sit-in des universitaires devant le ministère de l'Enseignement supérieur. Je passe le message à mes collègues. Ah, très bien. Très bien. Alors, si vous permettez, je vous en prie, allez-y, on vous laisse. Madame a fini pour dire, donc interdire, elle demande un circulaire qui interdit le niqab. Pour vous dire, nous avons l'expérience d'un circulaire qui interdit donc le voile uniquement. Ce n'est pas comparable. Monsieur. Non, c'est le même système. Pas du tout. Et nous, depuis 1981, nous voyons aujourd'hui les résultats ce n'est pas du tout la même chose, ce monsieur. circulaire, comment il était. Ce n'est pas la même chose. Madame, il y a même des la raisons méthodologie est la même. La méthodologie est la même. Et la pratique est la même. Non, monsieur, on peut avoir un homme derrière un niqab. Absolument. La dame dit interdire un niqab tout court. Nous faire un texte clair et net, qu'il interdise ou qu'il interdise pas. Moi, je vous dis, vous ne comptez pas sur moi, maintenant je ne parle pas au nom de Narva, de voter une loi qui impose un tenue vestimentaire à un
tunisien. Et pourquoi l'interdit? l'éducation nationale vous comptez pas sur moi. D'abord, je vais revenir sur ce qu'elle a dit, donc, Madame Ney. Je remarque juste qu'au début, vous étiez contre les salafistes et que maintenant, vous défendez le niqab. Je ne défends pas le niqab, je défends le droit de tout Tunisien de s'habiller comme il veut. Vous trouvez normal de donner un cours à quelqu'un qui porte une niqab? Vous autorisez les hommes à porter une cagoule en allant à l'université également. D'abord, donc, j'ai pas précisé soit à l'université, soit dans la mosquée. J'ai dit, donc, moi, j'interdis, je m'obstine de imposer à un Tunisien un tunique. Oui, mais nous parlons de niqab à l'université. Donc ça, vous réside dans les détails. Attendez, laissez-le parler. Laissez-le. Revenons sur ce qu'elle a dit, donc, Madame Ney. Ce n'est pas un débat politique. Oui, donc excusez-moi. Mon Dieu, ça c'est un lapsus très grave. Hein. On va faire la psychanalyse de tout ça. Ce n'est pas un débat politique et vous avez cité à 2 ou à 3 reprises le programme de NAF. Si vous voulez qu'on parle de programme de gouvernement, c'est un autre débat. Ce n'est pas le débat aujourd'hui et je vous fais remarquer que vous me dites que le gouvernement, au lieu, je vous dis, le gouvernement est en train d'essayer par tous les moyens de relever les défis et répondre aux attentes des Tunisiens. Alors, c'est très bien. Alors, je vais vous dire une chose. Les attentes des Tunisiens, c'est sur Facebook, c'est qu'on ne voit plus du tout de prédicateurs qui soient violents, qu'on mette fin à tout ce qui peut paraître violent. Et on vous dit, là, on m'écrit de France et de partout pour dire oui, nous avons peur de revenir chez nous. Et il y a même des articles qui sont clairs, qui ont été écrits. Là, on vous dit, en Tunisie, l'activisme salafiste inquiète, et c'est sur le journal La Croix. Nous sommes enfants de la Révolution, ça c'est autre chose, mais on vous dit oui, nous avons peur. Madame, je vous répète, ce n'est pas la demande, la priorité des Tunisiens. Et encore moins, ce ne sont pas les slogans de la révolution tunisienne. Avant tout, ce qu'ils demandent les Tunisiens, et vous pouvez faire un sondage là-dessus, c'est d'avoir Al-Karama et d'avoir du travail. Oui, il n'a rien vu jusque-là. Il n'a rien vu. Il a eu à la place de la violence et du excusez-moi. Ça, c'est les priorités des Tunisiens. Il y a une frange des Tunisiens, il y a une partie importante des Tunisiens qui a d'autres attentes et d'autres. Mais je vous ai dit, vendredi, l'école à Sagenène n'avait toujours pas d'eau, pas d'électricité. Madame, vous me dites ça, c'est le legs de Ben Ali. Madame, vous ne pouvez pas reprocher au gouvernement la misère des Tunisiens. Ce n'est pas le legs de Ben Ali, c'est le legs de Ben Ali dans une école. Non, attendez, mais depuis son départ, ça s'est dangereusement aggravé. Il me reste quelques secondes. Je voudrais quand même rappeler que le 10 janvier, que décembre, quand il y a eu les grands slogans, nous étions là et nous pouvons vous montrer les images, parce que nous étions tous et toutes présentes. Madame, vous me parlez de sondage. Je ne parle pas de sondage. Vous me parlez de cette manifestation où il y a combien de personnes? Moi, je vous dis, si on veut parler, c'est difficile de parler de majorité et de minorité. Et moi, je peux vous dire que la quasi-majorité des Tunisiens, ce n'est pas leur priorité. C'est important, mais ce n'est pas leur priorité. Moi, je finis. C'est une demande légitime, mais ce n'est pas la plus importante. Al-Karama. Laissez-le. Vous avez quelques secondes, on part. Quelques secondes. Moi, je dis donc, on a dit et on a répété, ces salafistes, ce sont des Tunisiens à part entière, qui ont certes une pensée qui pose problème à certains Tunisiens. Que devons-nous faire face à ce phénomène? Soit la répression à la Ben Ali, soit le dialogue et le débat. Et moi, personnellement, je préfère ils n'ont pas qu'une pensée, ils n'ont pas qu'une pensée, ils ont des actes et des actes de violence. Et la violence